et déconstruisons les mythes en compagnie d'experts et d'invités de tous les milieux. La Sexploratrice. Tous les vendredis, 20h. Radio X. Une présentation de Planète X. Explorer les zones sensibles, parcourir les fantasmes, découvrir l'aventure et braver la routine pour trouver l'extase. Chez Planète X, on connaît ça. Monplanetx.com. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 miles to the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Autre début de semaine, bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Vous écoutez dans les prochaines secondes l'émission Radio X Files avec M. Christian Page. Ce soir, le sujet, j'ai l'impression que c'était un coït interrompu, qu'on avait commencé ce sujet-là, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler parce qu'on a dérivé sur une autre parenthèse. Vous allez probablement reconnaître l'air qui va jouer dans les prochaines secondes. Si je vous dis un complet veston, cravate et des lunettes fumées noires, probablement que vous allez deviner. Les hommes en noir avec M. Christian Page. J'espère que tu as passé un beau week-end, Christian. Oui, absolument, Camille. Super. Ça me dit quelque chose, ce sujet-là. Est-ce que c'est une deuxième tentative de notre part parce qu'on parle et on dérive sur plein d'affaires? Effectivement, puis c'est vrai que quand on parle du phénomène des ovnis, on a souvent en filigrane ces histoires d'hommes en noir. Oui. Mais beaucoup de gens me demandent, mais ça vient d'où exactement cette histoire d'hommes en noir? Parce que on a l'impression que presque tous les dossiers ovnis, à un moment donné, quand on creuse, on va trouver la présence de ces personnages. Or, il faut savoir que ce phénomène-là des hommes en noir, il a été particulièrement présent dans les années 50-60, mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui est un peu en perte de vitesse, mais c'est également un phénomène qui s'est modifié avec le temps. Hein. Au départ, le phénomène des hommes en noir n'était pas exactement celui que l'on retrouve aujourd'hui dans la littérature, et c'est intéressant de voir parce que si on regarde au cours des dernières semaines, on a souvent parlé de quelle façon un peu le phénomène, et en particulier le phénomène des ovnis, s'est transformé en fonction de la littérature, en fonction du cinéma, etc. Et on voit à travers cette trame une évolution dans le phénomène. Les hommes en noir appartiennent exactement à la même trame. C'est-à-dire que le phénomène semble avoir évolué en fonction de la perception que les gens avaient de la question des ovnis. Et encore une fois, on peut se questionner qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est la fiction, la science-fiction, ou est-ce que c'est le phénomène, ou le phénomène est-il fonction de la science-fiction? Donc c'est un peu cette question que les gens se posent. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant aujourd'hui de revenir un peu sur cette notion des hommes en noir. Et en fait, ce qui m'a fait penser à ce sujet, rappelle-toi, la semaine dernière, on a parlé de l'attentat contre Robert Kennedy. Oui. Et tu te rappelles, on a évoqué à un moment donné que durant son témoignage, Sheeran avait dit, j'ai rencontré une femme qui avait une robe à pois, et puis finalement, les théoriciens du complot, en fouillant dans des photographies ou des films tournés à l'époque, on a trouvé dans les gens qui participaient au bal, en fait, qui était donné par Robert Kennedy pour souligner le fait qu'il avait gagné les primaires dans la Californie, on a trouvé sur des images une femme qui avait une robe à pois. Et on se dit, la femme en question. Mais, on l'a évoqué la semaine dernière, si on fouillait dans toutes les photographies de réunions de famille ou de réunions collectives dans les années 60, on va probablement trouver sur à peu près toutes les photos une ou deux femmes qui ont des robes à pois. Hein, parce que c'était la mode de l'époque, c'était très répandu des robes à pois. Donc, pas étonnant qu'on retrouve dans l'entourage de Robert Kennedy une femme qui portait une robe à pois. Et c'est un peu la même chose dans le cas des hommes en noir.
beaucoup de gens ont dit, ben voilà, j'ai vu des hommes en noir. Mais à quoi ils ressemblent, les hommes en noir? Ben, il y avait un veston, il y avait un complet noir, un chapeau mou, un imperméable. Ouais, mais le problème, c'est que dans les années 50 et 60, c'était la mode masculine. Donc, tous les hommes avaient lorsque les hommes sortaient, allaient quelque part, le moindrement où c'était une sortie, disons, un peu plus protocolaire, ben c'était sûr que c'était le complet veston, la cravate, le chapeau mou et l'imperméable. Donc, il faut relativiser un peu cette perception-là de s'imaginer que ces hommes en noir sont essentiellement des extraterrestres ou des gens à la solde du gouvernement. Donc, lançons-nous immédiatement dans le sujet. Les hommes en noir, en fait, ils n'apparaissent qu'en 1952. Puis c'est amusant parce que avant 1952, il n'y a pas de ces récits-là d'hommes en noir, mais on va en retrouver, mais je dirais, post-1952. Donc, à partir de 1952, quand le phénomène va apparaître, il y a des gens qui vont fouiller dans la littérature, puis là, on va dire, on va commencer à raconter des histoires dans lesquelles, originalement, il n'y avait pas d'hommes en noir, et soudain, ces hommes en noir vont apparaître. C'est ça, on va rajouter ces éléments-là pour mettre un peu de suspense. Donc, en fait, l'histoire des hommes en noir, alors qu'on n'en a pas entendu parler avant, ça apparaît en 1952. Puis même, je dis 1952, c'est pas tout à fait vrai. C'est surtout dans l'année suivante qu'ils vont apparaître. En 1952, il y a un type aux États-Unis, dans le Connecticut, qui s'appelle Albert Bender, qui décide de fonder une association de recherche sur les ovnis. Donc, il faut se rappeler qu'on est au début des années 50. C'est un peu l'âge d'or de la question des ovnis. Le phénomène a commencé assez abruptement en 1947. Et d'ailleurs, je tiens à souligner ici, il y a quand même, j'ai regardé tantôt l'émission que j'avais enregistrée sur les ovnis, et c'est étonnant le nombre d'émissions d'ovnis où on nous dit, là, les ovnis commencent en 1947 avec l'affaire de Roswell, alors que c'est pas vrai, hein. Je veux dire, fouille la littérature sur les ovnis dans les années 40 ou les années 50, et même dans les années 60, tu ne trouveras strictement aucune référence à Roswell. OK. Donc, quand on nous dit ça, le phénomène des ovnis commence avec Roswell, non. Roswell n'a fait même pas partie des... Quand on regarde dans les années 40, le département de la Défense aux États-Unis a créé une première commission d'enquête qui s'est appelée le projet Sign, qui a été remplacé par le projet Grudge, qui a été remplacé éventuellement par le projet Blue Book, qui a terminé ses activités en décembre 1969 avec une publication de ses conclusions début 1970. On en a souvent parlé de ces commissions-là. Or, si tu fouilles dans ces dossiers-là, hein, le gouvernement, d'ailleurs, quand il a rendu public le projet Blue Book, quand il a publié ses conclusions, il a dit, ben voilà, durant cette longue période de 1947 à 1969, nous avons enquêté sur 12 618 observations d'ovnis. Ben, si tu fouilles là-dedans, tu ne verras pas Roswell. Il n'est pas dans le groupe. En fait, Roswell, là, mettons les choses au clair, là, Roswell, avant 1976, ça n'existe pas. Zéro. Tu trouves aucune référence à ça. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, les gens qui font des émissions de radio, des émissions de télé, cessent de nous dire que les ovnis commencent en 1947 avec Roswell, parce que c'est pas vrai. Roswell, ça a été 24 heures en 1947, et ça a été merci, bonsoir. Donc, juillet 1947, début juillet 47, en fait, c'est le 7 juillet 47, le département, la base militaire de Roswell émet un communiqué en disant, on a trouvé une soucoupe volante. Et le lendemain, la même base dit, ben finalement, c'était pas une soucoupe volante, c'était un ballon sonde. Merci, bonsoir, c'est fini. On n'entendra plus parler. Donc, c'est 24 heures, là, puis on n'entendra plus parler pendant 35 ans. Hey. Donc, ça n'a pas marqué l'histoire des ovnis, là. Tu sais, c'est pas ça qui a marqué l'histoire des ovnis. Ce qui a marqué l'histoire des ovnis, ça a été une série d'observations répétitives. Mais la première observation qui vraiment va marquer la presse, c'est le 24 juin 1947, alors qu'on a un pilote qui survole le Mont Rainier dans l'État de Washington. Puis là où on en a déjà parlé ensemble. Il voit 9 objets lumineux au loin. Il a l'impression qu'il s'agit de 2 rangées d'objets, une rangée de 5, une rangée de 4, qui se déplacent
déplacent en formant une espèce de V dans le ciel. Et il a l'impression que ces objets sont très loin de lui. Ils sont au-dessus, quelque part entre le mont Rainier et le mont Adams. On est au-dessus de la chaîne de montagnes des Cascades, dans le nord des États-Unis, là, dans le nord de la côte, sur la côte ouest américaine. Et là, il dit, il calcule, il voit que selon son estimation, ces objets se déplacent à 2400 km/h, ce qui est 2 fois la vitesse du son. Puis il faut se rappeler qu'en juin 1947, aucun avion ne dépasse le mur du son. Donc, il se pose éventuellement à l'aérodrome et il va commencer à parler autour de lui de cette observation. Et éventuellement, ça va arriver aux oreilles d'un journaliste qui va l'inviter à son bureau pour en parler. Et c'est là que ce pilote, Kenneth Arnold, va dire c'était des objets étranges qui ressemblaient à des boomerangs, mais qui se déplaçaient comme des soucoupes que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau. Et le journaliste va éventuellement publier un article en disant un pilote a vu des soucoupes volantes. C'est amusant parce que le terme soucoupe n'est pas utilisé pour décrire la forme des objets, mais leur mouvement. Mais à partir du moment où il y a cette erreur dans la presse, les gens vont se mettre à voir des soucoupes volantes. Mais quoi qu'il en soit, cette observation, c'est le point de départ. Donc, arrêtez de nous sortir que les ovnis commencent, l'ère moderne des ovnis commence avec Roswell, parce que Roswell, on va vraiment commencer à en entendre parler vraiment sérieusement qu'à la fin des années 70. Et l'histoire de ça est assez simple. Il y a un type qui fait une conférence qui s'appelle Stanton Friedman. Il fait une conférence au centre des États-Unis. Et puis, éventuellement, il y a quelqu'un qui va le voir, puis il lui dit avez-vous déjà entendu parler de Roswell? Et même à ce moment-là, Stanton Friedman, qui est un véritable bonze dans l'histoire des ovnis, dit j'ai jamais entendu parler de ça. Et là, le type lui dit j'ai un voisin qui a travaillé sur la base militaire de Roswell dans les années 40, puis il dit qu'il a déjà récupéré des débris de métal dans le désert, etc. Et finalement, Friedman va le rencontrer, et là, en fouillant dans des journaux de l'époque, on va retrouver ces quelques articles très, très secondaires qui avaient été publiés dans la presse et qui avaient duré 24 heures, qui disaient on a trouvé un objet, puis finalement, c'est un ballon. Et c'est comme ça que l'histoire va apparaître. Mais avant cette période-là, donc avant la fin des années 70, jamais. J'ai juste d'écouter encore une émission de télé où on nous dit « Oh, les ovnis commencent en 1947 avec l'affaire de Roswell. » Désolé pour toi, mais Roswell, on n'a pas entendu parler avant les années 70. Donc, c'est bien de rectifier. Ouais, c'est ça. Donc, cela étant dit, ça nous ramène à notre histoire des hommes en noir. Ça a été ma petite sortie éditoriale encore une fois. C'est correct. Donc, voilà, on est dans les années 50. Le phénomène des ovnis a commencé donc en 1947 de manière assez abrupte avec cette observation de Kenneth Arnold. Et très rapidement, la presse va véritablement s'enflammer autour de ça. Il faut quand même aussi se rappeler, et je le dis souvent, les observations de phénomènes mystérieux, étranges, ne peuvent jamais être évaluées correctement si on les sort de leur contexte. Si je te raconte une histoire de fantôme qui se passe à la fin du 19e siècle ou une histoire de fantôme qui se passe dans les années 50, il faut se remettre dans les années 50 ou à la fin du 19e siècle pour comprendre la pensée de ce temps-là et comment les gens percevaient ce type de phénomène. Les ovnis, c'est exactement la même chose. Lorsque le phénomène apparaît en 1947, personne ne pense à des extraterrestres. Les extraterrestres vont arriver au début des années 50. Lorsque l'on parle d'ovnis en 1947, on parle essentiellement soit d'erreurs d'interprétation, soit de prototypes militaires américains ou des prototypes militaires soviétiques, mais surtout soviétiques, qu'on n'aurait pas réussi à reconnaître. Donc c'est ça la pensée. Il n'y a pas d'extraterrestres. Ils n'existent pas, les extraterrestres, en 1947. Ça fait partie de la science-fiction, ça fait partie des pulp magazines, les martiens nous envahissent dans la littérature, à la télévision, mais on ne pense pas que les ovnis soient liés à ça. C'est vraiment des phénomènes aériens mystérieux. Merci, bonsoir. Et donc, à partir de là, des gens vont s'organiser, on veut enquêter, on veut s'intéresser à ces questions d'ovnis. Est-ce que ce sont des engins soviétiques? Au début, c'est surtout l'idée que l'on pense. Des engins soviétiques, et puis éventuellement, puis je dis des engins soviétiques, puis la raison est simple, et on en a déjà parlé ensemble. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, au moment où le Reich est tombé, on était en train de développer un chasseur qui s'appelait le Horten 229, qui ressemblait à une aile volante en forme de boomerang. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains se sont mis à rapporter qu'ils avaient vu des objets en forme de croissant, comme Kenneth Arnold disait, on s'est mis à se dire, est-ce que on sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le savant
savoir allemand a été partagé entre les Soviétiques et les Américains. Et très rapidement, donc, les ingénieurs de l'aéronautique de la Luftwaffe allemande ont été exfiltrés vers les États-Unis, et les Soviétiques ont fait la même chose. Et donc, 2 ans après, on se met à avoir des engins en forme de boomerang. Alors, il est normal qu'on se dise, est-ce que éventuellement les Soviétiques auraient pas récupéré des scientifiques allemands et qui auraient continué quelque part dans des usines en Union soviétique à procéder au développement de ces fameux chasseurs en forme de boomerang. Donc, c'est un peu ce qui intéresse les autorités américaines. Est-ce que ces boomerangs volants observés aux États-Unis pourraient être une version 2.0 de ces chasseurs en forme de boomerang que développaient les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale? Et puis, éventuellement, on va vite se rendre compte que c'est pas ça. Et là, donc, on va se mettre à hypothétiser que ça doit être autre chose. Et c'est à ce moment-là que les extraterrestres vont arriver un peu dans le tableau. Donc, c'est là une période très, très forte dans ces années 50, le début des années 50. Et là, on a un type qui s'appelle Albert Bender, qui, au Connecticut, va fonder une association qui s'appelle le Flying Saucer Bureau. Et là, bon, évidemment, comme le dit le nom, ça m'a toujours un peu fait rire parce que les amateurs d'OVNI ont souvent des noms très ronflants, hein, genre l'Association internationale de recherche sur les OVNI. Puis tu sais, c'est 2 gars avec des bottes de caoutchouc aquatico dans un hangar. Là, tu sais, là. C'est ça, mais là, c'est vraiment le bureau des soucoupes volantes. Ben ouais, le Flying Saucer Bureau, tu sais, ben là, c'est une petite organisation Connecticut, tu sais, mais bon, le Flying Saucer Bureau, tu sais, ça fait sérieux, là, bureau, tu sais. Ça coûte pas cher, ça, faire des name tags, C'est ça. Donc, le type Albert Bender fonde cette association et très rapidement, ben, tu sais, c'est l'âge d'or, hein. Il y en a plein de ces groupements-là qui apparaissent un peu partout aux États-Unis. Ça apparaît un peu comme des champignons. Et là, des gens se réunissent et achètent leur carte de membre. Et là, soudain, alors que le Flying Saucer Bureau est en pleine extension, ça va bien, le recrutement de membres fonctionne bien. Et là, on est rendu à l'automne de 1953. Ça fait donc presque 1 an que le bureau est en activité. Voilà que, sans crier gare, ce fameux Albert Bender décide de tirer la plug. Donc, il envoie une lettre à tous ses membres en disant « C'est terminé, je ferme le bureau, merci, bonsoir, je ne m'impliquerai plus dans les questions d'OVNI. » Ça peut paraître un peu surprenant. On se dit, ben là, alors que le groupe, si le groupement avait été un peu à battre de l'aile ou quelque chose comme ça, mais non, c'était vraiment une ascension fulgurante. Les membres se multipliaient. Voilà que Albert Bender décide de se retirer. Les raisons restent nébuleuses. Mais parmi les membres du Flying Saucer Bureau, il y en avait un qui s'appelait Gray Barker. Et Gray Barker, c'est pas n'importe quel personnage, hein. C'est un individu qui, dès début des années 50, était très impliqué dans les histoires d'OVNI. C'est un individu qui publiait des pulp magazines. C'est un individu qui il voulait faire commerce dans le domaine des OVNIs. C'est un entrepreneur. Okay. Littéralement, Gray Barker, c'est un entrepreneur. S'il y a une pièce à faire, t'es sûr que Gray Barker... Il est pas trop loin. Ah là, il y a toujours des bonnes idées pour essayer d'exploiter ces affaires-là. Alors, tu comprends, comme il est membre du Flying Saucer Bureau et que notre fameux Albert Bender a décidé de tirer la plug, Gray Barker, qui est finalement un de ses amis, hein, il est membre de l'association, mais aussi ils se sont, avec les mois passés, ils ont développé une forme d'amitié. Gray Barker, donc, dit à Bender, on devrait se rencontrer, parce qu'au départ, il lui parle. Bender se montre très réticent à expliquer pourquoi il a décidé de se retirer comme ça de l'organisation. Et éventuellement, il accepte l'invitation de Gray Barker d'aller prendre un café. Donc, ils se retrouvent dans un restaurant, ils commencent à discuter de tout et de rien. Et puis, éventuellement, on arrive à la question de pourquoi avoir fermé le Flying Saucer Bureau. Et là, Gray Barker va accueillir, si je puis dire, les confidences de son ami Bender, qui finalement dit pas grand-chose, somme toute. Il lui dit, ben voilà, à un moment donné, j'ai reçu la visite de 3 individus. Ils étaient habillés en noir, ils avaient une cravate, des chapeaux noirs, feutres, mous, etc. Et ces gens-là m'ont fait bien comprendre qu'il était pour moi le moment de tirer la plug, de ne plus m'intéresser à la question des ovnis, que je mettais ma vie pratiquement en péril. Mais il n'en dit pas beaucoup plus que ça, là. Donc Bender dit, j'en ai assez dit, merci, bonsoir.
Mais Gray Barker, qui est toujours à la recherche d'une bonne pièce à faire, se dit, c'est une bonne histoire, ça. Donc, il va éventuellement construire autour de cette histoire. Et en 1956, donc 3 ans après la fermeture du Flying Saucer Bureau, ce fameux Gray Barker publie un ouvrage qui s'intitule « They Knew Too Much About Flying Saucers ». Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes. Ouvrage qui a été traduit en français pour la première fois en 2002. Donc, on peut aujourd'hui se le procurer en français avec une introduction par un sociologue français qui s'appelle Pierre Lagrange, qui s'est beaucoup spécialisé dans la question des ovnis. En fait, Pierre Lagrange est un érudit de la question des ovnis. Et même si vous avez, là, les gens qui nous écoutent, même si vous avez le livre original de Gray Barker en anglais, They Knew Too Much About Flying Saucer, qui est sorti en 1956, et ça vaut la peine de se procurer la version française parce que les notes qu'a ajoutées Pierre Lagrange nous permettent d'avoir une toute autre vision de qui était Gray Barker et de la façon dont il fonctionnait, de quelle façon également cette communauté ufologique fonctionnait dans les années 50. Mais bref, en 56, Gray Barker publie They Knew Too Much About Flying Saucers. Et dans cet ouvrage, Barker, qui est un ramassis de peu près n'importe quoi, hein, Barker mange à tous les râteliers, là. Toutes les histoires sont bonnes pour lui, là. Donc là-dedans, il raconte une histoire de monstre qui aurait été vu à Flatwood, une créature avec une jupette. Une jupette, puis un chapeau qui ressemblait un peu à un as de pique. On en reparlera à un moment donné, mais donc une histoire assez marquante. Il parle de cette apparition-là. Il parle également de d'autres phénomènes mystérieux qui sont un peu limite de la question des ovnis. C'est pas que des ovnis ou des extraterrestres, c'est vraiment un ramassis d'à peu près n'importe quoi. Et dans cet ouvrage, Barker, il invente la moitié des histoires qu'il raconte, mais il va dire là-dedans, voilà, des gens... Puis là, il évoque son ami Alec Albender en disant, j'avais un ami Albender qui avait fondé le bureau des secours volantes, qui a dû fermer après avoir reçu la visite de mystérieux hommes en noir. Et là, il commence à raconter ça. Et là, il va ajouter des histoires. L'histoire de Madame X, Monsieur Y, un Monsieur Machin Truc, Madame Tartampion, qui tous auraient vu des ovnis, qui tous auraient été visités par ces mystérieux hommes en noir. Il crée une espèce de mythe autour de ça. Hein. Il va jusqu'à rajouter des détails parfaitement de son cru. Là. Il dit, ces gens-là sont mystérieux, on ne sait pas qui ils sont, ils se déplacent par groupe de 3. Ça, c'est vrai que Bender lui avait dit qu'il avait reçu la visite de 3 personnes. Donc lui, il en fait une généralité. Hein. Ces hommes se déplacent généralement en groupe de 3. Ils conduisent de vieilles Cadillacs qui viennent d'une autre époque, qui sont plus anciennes. Tu sais, c'est très mystérieux et ces gens-là ont des verres fumés, puis ils se présentent de manière un peu anonyme. Il faut s'en méfier. Et quelque part dans son ouvrage, Gray Barker laisse supposer que ces hommes en noir, parce que rappelle-toi, les extraterrestres n'existent pas encore, là. Ils n'ont pas vraiment le haut du podium. Alors, Gray Barker laisse supposer que ces mystérieux hommes en noir seraient des agents à la solde du gouvernement et que leur travail serait d'intimider les témoins des ovnis pour les empêcher de parler et de communiquer des informations, pour en même temps supprimer des preuves de cette fameuse présence des ovnis, des extraterrestres et autres. Alors, évidemment, ça fait boule de neige. On est en 1956. Le phénomène a commencé à se transformer. Hein. Il faut dire que les extraterrestres, comme pilotes de soucoupes volantes, sont arrivés en 1952 avec des ouvrages, notamment d'un type aux États-Unis qui s'appelle Donald Keough, qui avait écrit un ouvrage genre Flying Saucer from Other Space ou quelque chose comme ça, et dans lequel, là, cette fois, Keough présente les extraterrestres comme étant une alternative comme pilote de ces ovnis. Ce ne sont pas des Russes, c'est peut-être des aviateurs venus d'une autre planète. Hein. Donc, il propose ça. Ça fait ça suscite un intérêt. 1954, donc 2 ans avant la publication du livre de Gray Barker, il y a notamment en France, à l'automne 1954, une vague très importante d'atterrissage d'ovnis avec l'apparition de pilotes autour de ces objets. Et donc, on voit que le phénomène commence à se
comment je pourrais dire, à s'incruster dans la culture populaire. Et là, quand Gray Barker dit, ben voilà, il y a des hommes en noir, déjà le phénomène des ovnis commence à sentir le soufre. On commence à parler de complot, le gouvernement sait des choses, il nous les cache, parce que c'est vrai que à la même époque, les autorités américaines, même si elles avaient mis de l'avant des commissions d'enquête sur les ovnis, et en 1956, c'était le projet Blue Book, c'est vrai que le gouvernement américain essayaient cacher un peu de l'information, puis en même temps, on sait aujourd'hui qu'ils essayaient d'utiliser la question des ovnis pour dissimuler des vols d'avions secrets qu'ils développaient, comme l'avion U-2, plus tard dans les années 60, le SR-71 Blackbird. Donc la question des ovnis devenait un peu pour eux un paravent. Souvent, pour l'espionnage et tout le développement de ça, ouais. Et les explications qu'ils donnaient au public, c'était souvent un peu tiré par les cheveux, mais on comprend que pour les autorités américaines, c'était pas de donner une explication satisfaisante à la question des ovnis, parce que pour eux, si on en croit ce qu'ils ont écrit dans le projet Blue Book, pour eux, la question des ovnis était réglée. C'était essentiellement des erreurs d'interprétation. Donc, à partir de là, on se disait, c'est des erreurs d'interprétation où ils observent des avions qui nous appartiennent et qu'il faut garder secrètes. Donc, on donnait n'importe quelle explication. Le but était essentiellement que les gens cessent de s'intéresser à ces questions-là. Donc, les gens étaient souvent laissés pour compte. Les explications que donnait l'armée étaient souvent un peu tirées par les cheveux. Donc, on s'est mis à se dire, le gouvernement ne nous dit pas toute la vérité, il cache des choses. Ce qui était vrai. Fondamentalement, c'était vrai, mais c'était pas forcément ce que les gens imaginaient. Les gens disaient, on nous cache la vérité des extraterrestres, alors que la vérité était peut-être, on nous cache des avions secrets américains. T'sais. Mais bon, quelque part, il y avait quand même un fond de vérité. On peut pas les accuser de mentir. C'est vrai que le gouvernement cachait quelque chose. C'est ça. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il cachait? Là, c'est un autre paire de manches. Mais quelque part, les gens avaient raison de se méfier des explications du département de la Défense. Donc, à ce moment-là, Gray Barker, quand il dit They knew too much about flying saucer, avec plein d'histoires un peu inventées, exagérées, avec la présence de ces hommes en noir, toujours par groupe de 3, qui se déplacent dans des vieilles Cadillacs. Mais évidemment, ça suscite de l'intérêt, puis ça ajoute un élément un peu folklorique à la question des ovnis. Mais l'affaire va si loin, là, à un moment donné, dans Barker, évidemment, il fait des apparitions à la télévision, il fait des apparitions à la radio, il commente son livre, il fait la promotion de son livre. Et bien sûr, les questions redondantes qui revient tout le temps, c'est, mais OK, s'il y a ces hommes en noir, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et Gray Barker, à mi-mot, laisse sous-entendre que ce seraient des agents du gouvernement qui feraient ça, et possiblement, si tu dis c'est le gouvernement, comme c'est la sécurité intérieure, ça serait à ce moment-là les agents du FBI, ce serait la police fédérale. Donc, il laisse sous-entendre que ces fameux hommes en noir pourraient peut-être être des agents du FBI. Crois-le ou non, en 1959, Edgar Hoover, qui est le grand patron du FBI, apprend ça. Tu sais, on lui dit ça, il paraît que des agents qui s'habillent en noir puis qui vont prendre des images, vont menacer des témoins, colliger des preuves sur des histoires d'ovnis. Est-ce qu'ils vous appartiennent, ces agents-là? Est-ce vrai? Voilà. Et Edgar Hoover est tellement choqué de ça, Edgar Hoover n'a pas une très haute opinion des gens qui croient aux coupes volantes. Okay. Donc, Edgar Hoover est vraiment en fusil, Et là, il dit, on a des correspondances d'Hoover, il envoie des courriels à ses agents en disant, là, vous allez vous procurer ce livre-là de Gray Barker qui dit They knew too much about flying saucer, puis vous allez enquêter là-dessus. Je veux savoir s'il y a des gens de notre équipe, de notre groupe, de notre communauté qui s'abusent à aller rencontrer des gens qui ont vu des ovnis, etc. Et donc, on sent chez Edgar Hoover une certaine frustration. Et là, donc, on va se procurer l'ouvrage, on va même interroger Gray Barker. D'où tient-il ces informations? Et là, évidemment, Gray Barker prend un peu un pas de recul en avouant ouvertement au FBI que beaucoup de ces histoires ont été un peu exagérées et qui, bien sûr, il n'a jamais voulu donner l'opinion ou l'impression qu'il pointait du doigt le FBI. Et là, il s'excuse. Si je l'ai donné cette idée-là à penser, excusez-moi. On voit les signes de pierre survolés. Pour prendre un exemple de une poursuite, ça pourrait nous coûter cher. Ça serait pas bon pour moi. T'sais. Alors, puis c'est vrai que dans son livre, quand on le lit,
en filigrane, on peut avoir l'impression qu'il parle du FBI ou d'une autre agence gouvernementale, mais il ne va jamais au point de la nommer. C'est le FBI. Donc, à ce moment-là, le FBI est satisfait et on envoie donc un rapport à Hoover en disant, visiblement, c'est pas nous qui faisons ces éléments-là, c'est pas nous qui nous habillons en noir puis qui vont rencontrer des gens. Mais en même temps, il faut quand même se rappeler, si on se remet un peu dans le contexte, on est les années 50, et il y a de plus en plus d'organisations qui apparaissent, je te l'ai dit. Bon, le Flying Saucer Bureau qui a ouvert, qui a duré 1 an puis qui est fermé, n'est qu'une de ces nombreuses organisations. Pendant que tout ça se passe, il y a plein d'organisations qui apparaissent aux États-Unis, certaines très éphémères, certaines vont durer des années. Les plus importantes, qui viennent en mémoire, qui ont marqué les années 50 et 60 aux États-Unis, tu as des groupes comme l'APRO, le NICAP, le MUFON, sont des groupes très importants. Or, faut voir un peu le contexte. Dans les années 50, si supposons que des gens étaient membres d'une association X ou Y, par exemple du NICAP ou de l'APRO, et décidaient d'aller rencontrer des témoins, parce que c'était l'essence même de ces organisations, comment crois-tu que ces enquêteurs-là s'habillaient? En 1956, essaie de t'imaginer, 1956-1959, un homme, 40 ans, s'en va enquêter sur une histoire d'OVNI. Si on est en 1957, je pourrais mettre, je serais prêt à miser qu'il s'habillait généralement, parce que évidemment, à cette époque-là, la présentation était très importante, comme les vendeurs d'assurance, comme les vendeurs d'encyclopédies ou les vendeurs de balayeuses. Oui. Donc les gens s'habillaient avec un complet veston, cravate, chapeau mou, gabardine, puis on allait rencontrer des témoins. Donc, combien de témoins ont pu initialement être visités par des gens d'organisations amateurs qui s'intéressaient aux ovnis, mais qui, éventuellement, l'histoire a été déformée. Puis pour la plupart des témoins, et je le sais pour avoir moi-même fait l'expérience, les témoins, souvent, ils ne font pas la distinction, puis on le sait, les organisations sur les ovnis, puis on l'a vu, le Flying Saucer Bureau, tu sais, c'est le FBI, c'est le Federal Investigation Bureau, tu sais, c'est sa bureau aussi, tu sais, là. Fait que tu t'imagines un type qui arrive habillé avec un complet veston noir, chapeau mou, cravate, qui cogne à ta porte, puis sort sa carte, puis c'est marqué dessus FSB, pour Flying Saucer Bureau. Ça ressemble, ça peut tromper le les Flying gens. Saucer Bureau ou le Federal Bureau of Investigation, c'est des acronymes qui les gens sont pas très familiers. Or, cet individu-là, quand il va raconter son histoire 1 an, 2 ans, 5 ans après, il raconte en disant, j'ai vu un ovni, j'en ai parlé dans les journaux, puis éventuellement, ça a cogné à ma porte, puis là, 2 hommes sont arrivés avec un chapeau mou, puis ils m'ont demandé de témoigner, etc. Ils avaient une carte, c'était des agents du gouvernement. Tu deviens vite un agent du gouvernement. Moi, combien de fois j'étais allé enquêter sur des ovnis dans les années 70 ou 80, les gens croyaient que j'étais un agent du gouvernement. Tu sais, Monsieur Page, êtes-vous du gouvernement, de l'armée? Pas du tout. Tu sais, je fais ça de manière amateur. Les gens avaient tendance à croire ça, parce qu'on avait une carte qui, écoute, je te cacherai pas, j'en avais aussi qui était un peu ronflante. Là. Je me rappelle, j'ai été membre d'une organisation que j'avais moi-même créée dans les années 80 qui s'appelait qui s'appelait l'Organisation de compilation et d'information sur les phénomènes étranges, OCIP. Écoute, ça te faisait une belle carte, ça, il y avait comme une pyramide avec comme une épée là-dedans. Tu sortais ça d'en face de quelqu'un, là, écoute, il tombait à la renverse, tu sais. Fait que, tu sais, ça donne un peu c'est des titres ronflants et qui donnent, évidemment, on veut un peu en jeter, on veut impressionner. Donc, dans les années 50, les hommes, c'était la mode de s'habiller de cette manière-là, et très certainement, beaucoup de ces organisations qui avaient des noms un peu pompeux, le MUFON, c'est le Mutual UFO Network, le network, tu sais, APRO, Aerial Phenomenon Research Organization, mon Dieu, tu sais, c'est quelque chose, là. Fait qu'on avait des noms comme ça, ces gens-là, les enquêteurs allaient rencontrer des témoins, puis éventuellement, dans le discours, dans le dialogue, l'histoire se transformait. Ces gens-là disaient pas des mensonges en disant, j'ai été visité par 1 ou 2 hommes avec des complets vestons, gabardines, chapeau mou, qui m'ont demandé de témoigner. Il n'y a pas rien de mystérieux là-dedans. C'est pas un mensonge, mais le fait qu'ils associaient ces gens-là, ces hommes en noir, à quelques arcanes du gouvernement, là, évidemment, on allait un peu loin. Et je le sais aussi, pour avoir été dans ce milieu-là, que les amateurs d'ovnis, les chasseurs d'ovnis,
c'est des individus qui sont très, comment je pourrais dire, ils cherchent à s'approprier des choses. Okay. Moi, combien de fois je suis allé enquêter sur des trucs, puis là, des gens me disaient, vous savez, j'ai parlé avec un tel ou un tel de telle ou telle association sur les ovnis. On parle essentiellement ici du Québec, et ces gens-là m'ont dit que je devais pas vous parler ou je devais pas parler à une autre organisation. Tu comprends? Donc, chaque groupe d'amateurs d'ovnis cherche un peu à s'approprier l'histoire. C'est mon histoire. Oh, ouais. Tu comprends-tu? Donc, des petites batailles de coq, là. Oui, c'est ça, des batailles de coq, c'est mon histoire. Hein? Alors, tu comprends, encore une fois, dans la déformation du témoignage, les gens parlent en disant, voilà, j'ai reçu la visite d'hommes avec des chapeaux bouts, des gabardines, ils ont pris mon témoignage et m'ont demandé de ne pas en parler. Donc, pour le public, ce conseil de ne pas en parler devient vite une espèce d'intimidation à ne pas parler, alors que bien souvent, pour avoir été dans cet univers-là, bien souvent, c'est simplement une volonté de garder la mainmise sur un témoignage pour pouvoir mieux l'exploiter, soit dans un magazine, soit dans un livre, dans une émission de radio, une émission de télé, etc. Moi, j'ai vu des trucs au Québec, là. Écoute, j'ai déjà écrit un livre qui s'intitule « Les ovnis au Québec ». J'en écrirai pas un deuxième. Puis, pour pouvoir écrire ce livre-là, crois-moi, j'ai jeté littéralement des boîtes de papier que j'aurais pu raconter des histoires qui auraient fait dresser les cheveux sur la tête des gens, là. Ah ouais. Des histoires que j'ai vues au Québec, là. Écoute, ayons pas peur des mots, là. Des crosseurs, il y en a, puis il y en a pas rien qu'à peu près, là. Dans ce milieu-là, là, des gens qui sont prêts à tout pour pouvoir gagner en popularité, de gagner une place sous le soleil. Écoute, avec l'expression vendre leur mère, là, ça existe. Oh, c'est ça. Écoute, ces gens-là, ils veulent. Donc, dans les années 50, il est possible qu'un certain nombre de récits d'hommes en noir aient été alimentés par cette façon de faire. Donc, les enquêteurs qui répondaient à une mode masculine de l'époque. On peut aller voir des témoins. Et entre ce que le témoin a perçu de cette visite et ce qu'ils ont raconté par la suite, ça peut être deux choses très différentes. Okay. Il faut également se rappeler que dans la période des années 50-60, c'était également la période où l'armée de l'air américaine, puis là je parle essentiellement aux États-Unis, où l'armée de l'air américaine avait mis de l'avant des projets d'enquête, Projet Grudge, Sign et compagnie, pour Blue Book. Et donc il est possible que certains de ces agents qui travaillaient pour le département de la Défense aient été rencontrer des témoins. C'était la job de Blue Book. Or, de quelle façon la visite de ces militaires au nom du projet Blue Book qui vont chercher ou colliger de l'information auprès d'un témoin deviennent éventuellement du bouche à oreille, ça devient des hommes en noir parce que ça s'incruste comme dans le folklore, tu comprends? Donc, on a ces nombreux éléments-là. Donc, il faut faire très attention parce que ce sont des récits qui sont souvent exagérés, colorés, transformés. Néanmoins, il y a quand même des histoires qui sont... Puis, c'est assez amusant parce que le phénomène des hommes en noir va peu à peu diminuer et disparaître avec deux choses. La fin des programmes d'enquête sur les ovnis aux États-Unis, donc le phénomène des hommes en noir va un peu diminuer à partir de la fin des années 60, qui coïncide au moment où l'armée va cesser d'envoyer des enquêteurs chez monsieur et madame tout le monde pour prendre leurs témoignages. Et en même temps, fin des années 60, la mode masculine change. Et donc, on commence cheveux longs, le look qui ouais, c'est ça. Donc, on commence à délaisser. Donc, à partir de 1965-66, l'avènement de l'invasion britannique, les Beatles, les Rolling Stones, on commence à avoir des cheveux un peu plus longs, on commence à avoir des vêtements plus colorés, le paisley fait son entrée. Ouais. Et le pied de poule. Tu peux pas te confondre, là. Tu reçois deux agents chez vous habillés en pied de poule. Non, c'est pas, on fait pas partie de la même game. Ça marque, ça c'est sûr. Est-ce que c'est plus la peur satanique qui a pris le dessus après? Oui, c'est ça. Donc, mais il y a quand même des histoires intéressantes. Écoute, d'abord, il y a pas que les FBI qui ont été pointés du doigt. À un moment donné, les gens, quand on s'est dit, si c'est pas les FBI, c'est sûrement pas la CIA non plus. On voit pas l'intérêt de la CIA d'enquêter sur les ovnis. C'est peut-être que l'armée américaine aurait développé une unité spéciale qui visite des témoins comme ça pour les faire taire et dissimuler l'information sur les ovnis. Mais crois-le ou non, en 1967, l'US Air Force a émis un communiqué à tous ses agents en disant « Il y a apparemment
des gens qui vont visiter des témoins d'OVNI se faisant passer par des agents fédéraux ou bien des agents de l'armée ou des agents d'une autre entité quelconque du gouvernement pour colliger de l'information sur les OVNI. Sachez qu'il n'existe qu'une seule organisation qui collige l'information sur les OVNI. Cette organisation, c'est le projet Blue Book, et les agents qui vont rencontrer des témoins doivent clairement s'identifier comme étant des agents du projet Blue Book. C'est donc qu'on voit que même l'US Air Force avait réagi parce que cette rumeur était excessivement persistante. Puis elle était appuyée par des histoires qui sont quand même un peu troublantes. Il y en a une que j'ai sortie de mes archives. Écoute, on est au mois d'août 1965. On a un type qui s'appelle Rex Eflin. Et ce Rex Eflin c'est un individu qui travaille pour la chaussée, les travaux routiers. Il travaille dans la région de Santa Ana en Californie. Et là, l'histoire qu'il va raconter, il dit voilà, le 3 août 1965, alors qu'il arrive, il a avec lui un appareil Polaroid et son travail, c'est de noter les endroits où il y aurait des réparations de chaussée, ou encore des endroits qui pourraient être à risque pour des accidents ou des trucs comme ça. Et au moment où l'événement que je te raconte se passe, Rex Eflin se prépare à littéralement son appareil photo entre les mains, son appareil Polaroid, et il se prépare à photographier un arbre dont les branches dissimulent un arrêt-stop. Okay. Donc, l'idée, c'est de prendre une photo pour montrer que l'arrêt-stop, finalement, tu ne le vois pas. Tu ne le vois que quand tu es rendu dessus. Donc, il faudrait éventuellement qu'on fasse un émondage et qu'on coupe les branches. Et donc, comme il a l'appareil photo entre les mains, il dit voir arriver un objet qui va passer comme au-dessus de sa camionnette. L'objet va aller un peu plus loin. Il va commencer à osciller dans le ciel sur le bas côté de la route. Il va soulever un peu comme de la poussière, parce qu'on a la route, puis là, de chaque côté de la route, t'as un peu de terre avant d'arriver dans les fossés. Alors, il voit comme une espèce de tourbillon de sable qui se produit sous l'objet. Alors, comme il a son appareil Polaroid entre les mains, il prend un premier cliché, l'objet va se déplacer en oscillant, il va prendre, en fait, durant toute cette opération qui va durer à peu près une trentaine de secondes, il va prendre 4 photographies. Sur 3 des photographies, on voit l'objet qui ressemble un peu à un chapeau rond. Tu sais, les genres de chapeaux ronds qu'on voyait dans les années 50, 60. Un petit chapeau melon. Non, vraiment un chapeau rond, là, tu sais, comme plat, là, en tout cas assez particulier, donc okay. Ça a l'air de ça. Et la dernière photographie, la 4e, on voit simplement comme un trou dans un nuage où Eflin raconte que l'objet s'est engouffré avant de disparaître. Donc, il a ces 4 photos Polaroid, il va rentrer chez lui et éventuellement, il va en parler à sa sœur qui va venir le visiter. Il dit, voilà, j'ai vu ce truc-là, il lui montre les photographies. C'est finalement sa sœur qui va prendre les photos et aller les présenter au journal local. Et une fois que c'est fait, eux, le journal local, font des copies, des doubles, redonnent les photos originales, elle revient chez elle, remet les photos, elle revient chez Rex Eflin, elle lui remet les photos, et dans les jours qui suivent, donc un article paraît dans le journal local en disant, un travailleur de la voirie a vu des ovnis, une soucoupe volante, et on voit les photographies. Et à partir de là, Rex Eflin raconte une histoire. Il dit quelques jours après la publication de l'article, il reçoit un coup de fil. Et à l'autre bout, c'est des gens qui disent appartenir à la NORAD. La NORAD, c'est le système de défense militaire nord-américain et dont on a entendu parler lorsqu'ils ont abattu il y a quelques semaines le fameux ballon au-dessus de l'Alaska. Donc il dit voilà, nous sommes des agents de la NORAD, on a lu l'article, vous avez vu un ovni, vous l'avez photographié, ça nous intéresse. Donc on va aller vous rendre visite et ils prennent rendez-vous pour le 22 septembre. On est toujours en 1965. Donc, à ce moment-là, 22 septembre 65, ces agents-là se présentent chez Rex Eflin et ils se présentent en disant, voilà, on vous a parlé il y a 2 semaines, on est les agents de la NORAD qui vous avez contacté. On aimerait voir vos photographies. Eflin montre ses photos, les agents les prennent en disant à Eflin qu'ils vont les étudier et éventuellement lui ramener. Et les photos disparaissent. Ah!
Eflin va tenter, tant que faire se peut, de récupérer les photos. Hein. Il contacte la NORAD. La NORAD lui dit qu'ils n'ont aucun agent qui passe chez des témoins pour ramasser des photos d'OVNI. C'est pas leur travail, c'est le travail de Blue Book. Il va contacter le projet Blue Book. On lui dit qu'on n'a pas envoyé d'agent chez lui. En fait, ça va aller si loin que Rex Eflin va même rejoindre des représentants politiques du comté pour qu'il fasse pression. Il veut avoir ces photos et visiblement quelqu'un les a pris. Et ces gens-là se présentaient comme des agents de la NORAD. L'erreur d'Eflin, c'est qu'il va admettre ne pas leur avoir demandé de carte d'identité. Quand ces gens-là se sont présentés, ils ont dit on est des agents de la NORAD, donc ils croient que ce sont des agents de la NORAD. Et éventuellement, il va devoir faire un X dessus. Hein. Personne n'arrive à remonter la filière. Personne ne sait qui a les fameuses photos. Il n'y avait même pas fait de double. On dirait que c'est ça qui me déçoit le plus. Les seuls doubles qu'il a, c'est les doubles qu'il a pu récupérer au journal, hein, qui, eux, avaient tiré des doubles pour publier les photos dans le journal. Mais à part de ça, il y a rien, et d'autant plus des photographies, des Polaroids. On n'a pas de négatif, hein. C'est la photo, c'est le négatif. T'sais. Alors, les photos disparaissent. Et crois-le ou non, en 1992, on est loin, là, pratiquement 30 ans après, Eflin reçoit un coup de téléphone. Et la personne au bout du fil lui dit « Monsieur Eflin, êtes-vous allé à votre boîte à lettres récemment ?» Eflin répond qu'il est allé la veille. Et là, les gens lui disent à l'autre bout du fil « Vous devriez y retourner. » Et Eflin retourne donc à sa boîte à lettres. Et là, il y a une enveloppe. Il prend l'enveloppe, l'ouvre, et à l'intérieur, c'est 4 photographies prises 30 ans plus tôt. C'est quand même incroyable comme histoire. Même si les photographies de Rex Eflin, il faut quand même le dire, sont probablement truquées. L'opinion générale, c'est qu'il s'agit probablement d'une maquette suspendue à un fil, etc. Donc, c'est probablement des photos truquées. Mais cette histoire de photos qui disparaissent et réapparaissent 30 ans plus tard, à moins que Eflin ait monté le tout depuis le début, mais c'est quand même surprenant quand on regarde toutes les démarches qu'il a fait, le fait d'avoir contacté les autorités politiques, d'avoir donné plein de coups de fil. Il n'y avait rien à gagner de jouer cette carte-là. Il avait tout à gagner à créer de fausses photos d'OVNI. Hein, c'était la mode, puis on pouvait éventuellement les vendre aux journaux. Mais raconter que tes photos étaient comme ça, prises par des agents, il n'y avait vraiment rien à gagner là-dessus. Et lorsqu'il a récupéré ses photos en 92, son histoire était oubliée depuis très longtemps. Là, donc, ça n'a pas fait la manchette. La part des gens dans le milieu des OVNI. Ah ouais, fait que ça a comme tombé dans l'oubli, carrément, voilà. Même quand il y a eu ces photos. Ouais, c'est ça. Donc, quand il y a eu ces photos, il dit « Hey, ouais, j'ai eu mes photos », mais à part les gens du milieu des OVNI qui connaissaient l'histoire de Rex Eflin, pour la plupart des gens, c'est un parfait inconnu. Donc, l'histoire était retombée depuis très longtemps. Tout le monde a répondu quelle photo, tu sais. Ouais, c'est ça. Quelle photo était qui, toi, tu sais. Ah, ouais. Donc, on comprend que Rex Eflin n'avait rien à gagner de ça. Donc, c'est un épisode qui est très curieux, mystérieux, qui nous amène à une réflexion. Qui sont ces hommes en noir? Mais, et qui c'est, quand je dis qui sont ces hommes en noir, qui sont les hommes en noir qui ont visiblement rendu visite à Rex Eflin? Est-ce que c'était des agents du gouvernement? Est-ce que c'était des agents de l'armée américaine? Est-ce que c'était des enquêteurs civils qui s'intéressaient à la question des OVNI, se sont rendus chez Eflin, qui ont récupéré ces photos? On ne le saura pas vraiment. Mais bref, tout ça pour te dire que l'histoire des hommes en noir est un phénomène qui a été très... c'est une période très particulière des années 50-60 où on croyait que des agents du gouvernement allaient rendre visite à des individus pour récupérer leur matériel ou parfois les intimider pour ne pas qu'ils parlent de leur question des OVNI. Et c'est curieux parce qu'à partir de la fin des années 60, à partir du moment où Blue Book a cessé ses activités, à partir du moment où la mode masculine s'est transformée, les hommes en noir se transforment aussi. Ils cessent d'être des agents à la solde d'une arcane gouvernementale pour récupérer des preuves. Ils deviennent des extraterrestres. Donc aujourd'hui, à partir des années 70, on voit d'autres récits d'hommes en noir apparaître, mais ils sont tout à fait étonnants. Hein? Là, on est vraiment dans un autre univers. Ces hommes-là arrivent avec des vieilles Cadillacs des années 50, même si on est en 1990. Ils sont chauves, portent des lunettes, ils tentent de dissimuler leur identité, ils parlent avec des voix mécaniques. Donc tous les éléments qui nous laissent présager, on voit que le folklore s'améliore et se transforme
et fait de ces agents du gouvernement soudainement des extraterrestres à forme humaine qui essaient de se faire passer pour des humains pour récupérer des éléments ou des preuves qui pourraient témoigner de leur présence sur Terre. Donc, encore une fois, au fur et à mesure où la science-fiction évolue, que la littérature se transforme, que le tissu social se transforme, ce même phénomène des hommes en noir se transforme au même rythme. Et c'est intéressant de voir à quel point, et en particulier le phénomène des ovnis, il est très lié à une évolution sociale et à une évolution de la culture. Et les hommes en noir, ce sont des éléments excessivement pertinents dans cette vision-là de l'influence de la culture et des croyances sociales par rapport à un ensemble d'éléments sociaux ovnis. Et je fais un fast-forward, il nous reste un genre de 3 minutes. On a entendu en début d'émission la bande des films des hommes en noir. On tombe dans une époque beaucoup plus contemporaine, fin 90, début 2000, même jusqu'à mi-2000. D'après moi, le dernier, c'était autour de ça, genre de 2012-2013. J'y vais de mémoire. Est-ce que ça a redonné un coup, ça? Ou Absolument. Absolument. Donc, la sortie des films de Men in Black, donc on a 3 volets là, de mémoire, une trilogie qui a été faite. Ben effectivement, on a vu apparaître au moment où les films sortent un regain d'histoire où des hommes en noir apparaissaient. Et on voit dans le film, on a mélangé le tout, hein, c'est-à-dire que dans les films, ce sont des agents du gouvernement, comme on l'a cru au début, mais ces gens-là disposent d'une espèce de technologie pour chasser les extraterrestres. Donc on réussit à tout mettre un amalgame et le scénario devient un peu échevelé, mais néanmoins, on voit qu'on a récupéré des éléments de la culture. Ah, c'est pas faux, ça. Parenthèse, ça fait vraiment comme justement le bon film américain de on travaille pour vous au lieu de travailler pour les ovnis, on va les chasser. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, on a comme créé une élite pour combattre les extraterrestres. C'est ça. Donc, on a comme changé la notion que l'on a, mais néanmoins, on voit qu'on a puisé à même la culture ufologique pour changer pour créer ce scénario-là, et en même temps, ça a entraîné un changement dans la littérature, dans la culture générale, avec ces histoires d'hommes en noir. Inutile de dire que les hommes en noir, moi-même, j'ai pu constater, puis on a parlé des agents du gouvernement, des enquêteurs des années 50, mais aujourd'hui, je te cacherai pas que les dernières fois où j'ai assisté à des congrès sur les ovnis, puis là, on remonte au milieu des années 2000, aux alentours de 2010, je pense, c'était assez fréquent de voir dans l'assemblée des enquêteurs qui se prenaient très au sérieux. Là. Tu sais, les ufologues, c'est une catégorie à part. Là. Ces gens-là se prenaient très au sérieux. Certains d'entre eux s'habillaient volontairement un peu en style homme en noir. On avait donné le ton. Et d'autres s'habillaient, là, veut dire, un peu à la Fox Mulder de la série X-Files. Tu sais, ils se voyaient vraiment là comme le David Duchovny devenu enquêteur sur les ovnis, là, et comme le faisait Fox Mulder dans la série X-Files, toujours cette espèce d'imperméable sombre. Donc ces gens-là s'habillaient comme ça. Écoute, ils se croyaient tout droit sortis des X-Files. Et toi, écoute, ta pensée a évolué. Tu as passé de créer un groupe pour les ovnis à être un petit peu plus près de la vérité, la recherche de la vérité. J'imagine que tu t'es senti un petit peu dans un Comic-Con à ce moment-là. Oui, exact. On est déguisé ou on est là? Tu as fait raison. Ta réflexion est tout à fait excellente. Je commence à te connaître. Je regardais ça, je me disais, mais là, c'est un Comic-Con en tabarnouche. Ces gens-là se prennent pour Fox Mulder, tu sais. Puis là, ils se rentraient à la main dans le Porsche, puis là, d'un coup, ils sortaient leur carte rapidement, tu sais. Puis là, avec tout le nom ronflant Association internationale de recherche sur les phénomènes extraterrestres. Oh, tabarnouche, hein, c'était du sérieux. Ça devient une parodie, une caricature. Et ce qui est triste, parce que c'est un sujet que j'aime, les ovnis. C'est un sujet sur lequel j'ai écrit. Je suis toujours aussi passionné par ce sujet-là, même si je ne crois plus à l'hypothèse extraterrestre. Mais je trouve ça malheureux de voir ce que l'on en a fait. Hein, aujourd'hui, là, quand je regarde le sujet des ovnis, de façon générale, il y a toujours un 10% où c'est plus intéressant. Mais de façon générale, ce que l'on a fait de l'ufologie, entre guillemets, n'est plus l'ufologie que j'ai connue. Ce n'est plus l'ufologie que j'ai aimée. Et ce que je vois, me paraît aujourd'hui une espèce de mécanisme de croyance. On est presque, hein, je trouve que l'ufologie aujourd'hui flirte
avec les philosophies des groupements sectaires. Là. Ou bien tu crois à ce que je dis, ou tu crois à ça, ou bien tu es avec moi, ou tu es contre moi. Il n'y a plus ce genre, il y a plus cette ouverture de discussion saine, polie, intéressée. C'est vraiment, je suis toujours étonné un peu des réflexions de temps à autre. Je vais visiter de manière un peu clandestine des sites de groupes de chasseurs d'ovnis au Québec. Et parfois, là, je suis étonné de voir tout ce que je peux entendre à mon sujet. Hein? Narcissique, imposteur. Il y a quelqu'un qui est sorti à un moment donné, imposteur. Tu sais, c'est vraiment là, des gens que je connais pas, qui me connaissent pas, là, tu sais, mais qui pensent te connaître, puis en réalité, c'est parce que tu penses pas nécessairement comme eux, puis ça vient les ébranler dans leur croyance. Ouais, écoute, il y a comme 2 semaines, je prends 30 secondes pour te raconter ça. Il y a 2 semaines, j'étais à Salut Bonjour et j'ai parlé d'une histoire d'ovnis qui avait été falsifiée, qu'on appelle les ovnis du réservoir de Basse-Catongue. Ça remonte aux années 70. Et éventuellement, 30 ans après ces événements, alors que je parlais de ça à la radio, le fils d'un de ces témoins-là m'a appelé pour me dire, écoutez, Monsieur Page, je vais vous le dire, mon père est décédé, là, mais les photos étaient truquées, puis j'étais là, j'ai vu comment ça avait été truqué, tout ça. Ce type-là, il s'appelle Frédéric Lavoie. Okay. Et la semaine suivante, après qu'il m'ait fait cette confidence-là, la semaine suivante, je l'ai reçu à l'émission de radio. J'étais au 98.5 à Montréal. Je le reçois et il a raconté sur les ondes. Hein, il a dit, bon, voilà, je m'appelle Frédéric Lavoie. Mon père a pris des photos du réservoir Basse-Catongue, mais c'est un trucage, etc. Ben, les gens, là, crois-le ou non, là, j'ai parlé de ça il y a 2 semaines à Salut Bonjour. Il y a des gens sur des sites ufologiques qui croient que j'ai inventé ça. Que j'ai inventé le témoignage, que le gars probablement qui est venu parler à la radio n'était pas Frédéric Lavoie, mais quelqu'un que j'avais dû payer pour dire que les photos étaient fausses. Je sais pas comment ça fonctionne dans leur tête, tu comprends? Je comprends. Comment tu peux arriver à penser ça, là? Tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est comme à la limite, c'est du vaudeville. Tu sais, non, c'est de l'humour. Rendu là, c'est humoristique. Puis j'espère que ça t'affecte pas trop parce que c'est non. Dans ce milieu-là, j'ai appris à départager quand même. Super. Ben tant mieux. Puis c'est un sujet qu'on adore, les ovnis ici à la station. C'est pour ça qu'on commence. On commence la semaine avec ça carrément. Puis c'est déjà tout le temps qu'on avait, Christian. Ben dommage, mais écoute, on s'en prendra. Oui, à chaque lundi, c'est les sujets. C'est le sujet en fait, les ovnis. C'est ce qu'on traite. Et demain, on s'en va. Est-ce qu'on est dans les possessions? Demain, on s'en va dans une perception extrasensorielle. Oh, j'aime ça. Parfait. Perception extrasensorielle. Bonne fin de soirée à toi, Christian, et aux auditeurs également. Oui, c'est beau. Ciao. À demain. Radio X Files. Radio X. Ouellette en direct. Mettre des coups avec un bruit de jungle, là. Les autres que t'as. Hein? Le loup. C'est bon. Hey. C'est bon. Le rhinocéros. D'après moi, c'est un peu... Hein? Ça, c'est un caribou. C'est un pékis. Ouellette en direct. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Présenté par Oricom Internet. Centre des données, solutions courriel, connexion Internet résidentielle ou affaires. Pensez aux spécialistes ici, à Québec, Oricom Internet. Visitez oricom.ca. T'as besoin de te remettre en forme? Viens, nous, on va l'accélérer ton souffle. Efficace, professionnel et discret, on libère les tensions de toutes sortes. Pour un massage qui sort de l'ordinaire, Gentleman Paradise. Séduction, aventure, détente, gentlemanparadise.com. Ça fait longtemps que vous pensez à vendre votre bloc, mais c'est compliqué avec les taux d'intérêt élevés, la paperasse, les courtiers, la lenteur du processus. Immeuble CS. Avec nous, ça niaise pas. On achète votre bloc, maison, terrain, même votre propriété qui est en train de tomber. Pas de banque, pas d'agent, pas de commission. On évalue et on vous fait une offre en 24 heures. Notarié en 30 jours et l'argent est déposé direct dans votre compte. C'est tellement facile avec Immeuble CS. Immobilier en toute simplicité. ImmeubleCS.com. Pas facile de joindre les deux bouts. Tout grimpe en flèche, sauf les salaires. Les fonctionnaires fédéraux sont aux commandes tous les jours. Mais le gouvernement se traîne les pieds pendant qu'on s'appauvrit. La population compte sur nous. Mais les factures, nos familles, notre avenir, ça n'attend pas. On ne peut pas attendre. Et vous non plus. Montrez votre soutien à onnepeutpasattendre.ca.
Un message de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Faites carrière chez Location Brossard. Nous cherchons des mécaniciens de camions, postes en atelier ou sur la route de jour ou de soir. Salaire compétitif, assurance collective, fonds de pension, formation continue, outils à la fine pointe de la technologie. Pour postuler, visitez brossard.com, section carrière. Junot et Frères, institution en peinture et décoration depuis 1919, vous offre désormais la gamme de peinture Benjamin Moore. Pour votre prochain projet, rendez-vous au 1041 boulevard Pierre-Bertrand, au sud de la capitale. Junot et Frères et Benjamin Moore, une équipe hors pair. L'histoire de Jade est triste. Elle venait d'acheter sa première voiture. Elle a eu un gros accident. Perte totale. Jade a perdu l'usage de son bras gauche à la suite de ses blessures. Après des mois de convalescence, elle a aussi perdu son emploi. Mais le plus choquant, c'est qu'elle doit encore et toujours se battre avec la SAAQ. Vous êtes au bon endroit. Chez Slogar et Slogar Jury Conseil, tout est mis en œuvre afin de récupérer votre dû. Une référence partout au Québec. Slogar.ca, première rencontre sans frais. Le groupe Germain, c'est Germain Chevrolet Saint-Raymond et Germain Nissan Donnacona. Deux concessionnaires qui t'en offrent plus pour moins cher. Plus de 100 véhicules d'occasion de toute marque en inventaire pour livraison rapide. Taux d'intérêt à partir de 3,99% sur nos véhicules d'occasion certifiés, en plus d'assurer un service après-vente de qualité. La destination pour l'achat de ton auto ou de ton camion à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond et Germain Nissan Donnacona. Toujours ouvert le samedi de 9h à midi. Pour des rampes d'aluminium ou de verre trempé élégantes, durables et sans entretien, fiez-vous aux experts de Rampes Gardex. Évitez les intermédiaires. Faites affaire avec le fabricant. Demandez votre soumission gratuite ou passez voir notre nouvelle salle de montre de la rue Albert-Dion à Lévis. Joignez-vous à nous lors de nos portes ouvertes du 31 mars et du 1er avril et courez la chance de gagner l'une de nos 4 cadeaux de 100$ d'épicerie et d'essence ou un crédit Gardex de 2000$. Le 31 mars et le 1er avril, rendez-vous au parc industriel Bernière. Rampes Gardex. Fiez-vous sur nous. La première affaire que tu vas entendre le matin. Good morning. Good morning. Good morning, Québec. Avec Dom Dumas. Lundi au vendredi, 5h30. Radio X. Présenté par Airfortin.com. Bloc, maison, terrain, Airfortin achète partout au Québec. Transaction rapide chez le notaire et il achète sans garantie légale. Airfortin.com. Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. Choix. 98. 1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le Spacecast, présenté par Pat Rétro. Parce qu'on change pas les habitudes gagnantes, viens te régaler chez Pat Rétro, Coin-Maguire et Bergeville. Pour des poutines, frites et burgers, toujours frais du jour, depuis 1983, c'est Pat Rétro. Tout problème dans ta vie recevra la solution. Ce soir. Oui, papa. Un très beau violonneux. Le Spacecast. Preserve, protect and defend. Devant les anges et devant les hommes. Avec JF, Rich Blais et Camille. Et le principe, c'est d'essayer de ressentir une boule d'énergie entre nos mains. Je pense pas, mais on est prêt à le faire si c'est nécessaire. Mon violonneux. À Mama Oulé, les amis. À Mamaoulé, à vous. La nuit est tombée sur Québec et votre Spacecast et vos 3 détraqués favoris sont là. Le numéro pour nous rejoindre, c'est le 418-670-9098, le 1877-440-2464 pour les gens qui sont à l'extérieur de la grande région de Québec. Je m'appelle JF Ridgeblay, autour de la table, qui est une de mes tables favorites, bien évidemment, parce que le lundi, on commence ça en force, on commence ça en famille. J'ai d'un côté Camille Bergeron qui a l'air resplendissante et à péter le feu. Oui, ben correct. C'est juste que y a plein d'affaires qui me stimulent ce soir. Dans mon café, j'ai mis un sucre de plus dedans, puis sérieux, ça fait cet effet-là? Oui! Ouais, t'es sûr que c'est pas du crack?
Non, c'était pas de... Ah, moi, je me suis trompée de sachet, là, mais ça m'étonnerait si on a de la misère à avoir des fourchettes en plastique ici. Là. Imagine. C'est pas qu'on a du crack à quelque part. Imagine le show sur les selles de bain. Je te garoche plein de sujets comme très, très, très glissants, comme les transcams. Là, on recule, puis on t'écoute, toi, c'est selles de bain. Ouais. Et commence à se manger, il joue. Je sais pas quoi en penser. Je voudrais juste vraiment pas que ce soit enregistré, là. Bien sûr. Malheureusement, tu sais. It is what it is. Ouais. Mais non, je suis très contente ce soir. Tu m'as donné un devoir pour le show aujourd'hui, puis ça m'a permis, ça va me permettre même d'être à cœur ouvert, chose que tout le monde aime. Oui. Soyez là parce au courant des prochaines minutes, c'est une avalanche de préjugés qu'on a réservé pour vous. Oui, ou de rancœur, ça peut être plein d'affaires. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça va être, vous allez voir, ça va être succulent, fait que je suis prête et je sais que...